Attention, l'ensemble des médias présents dans cette vidéo sont utilisés à titre parodique pour faire une critique plus ou moins objective sur une œuvre appartenant à leurs propriétaires respectifs. Vous savez que les personnages sont l'un des éléments les plus importants, et ça dans n'importe quelle histoire, car après le scénario, c'est eux qui font vivre leur univers. Ou qu'ils le font mourir dans certains cas. Oui, ou tout du moins le font évoluer. Donc par ordre d'importance, on a le scénario, les personnages, l'univers, l'animation et les OST. Et quand le scénariste a décidé qu'il en avait rien à foutre de son scénario et de son univers, il faut bien compenser sur quelque chose, et très généralement c'est sur les personnages. Ce qui est le mieux représenté par... Les harems. Exactement. C'est facile à écrire parce que le scénario rentre sur un post-it et à défaut de savoir écrire des personnages, tu multiplies leur nom, comme ça tu t'attacheras au moins l'un d'eux. Avec l'inévitable Tsundere, le clone numéro 22843 de Rei Ayanami, la petite sœur de Haruhi Suzumiya et la Loli pour la touche Moe. Le Moe, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est le fait de rendre un personnage très attachant par son chara design enfantin et ses répliques exagérément immatures et innocentes. Et c'est aussi la cause de pourquoi on est passé de ça à ça. Et on peut rajouter un dernier élément à cette liste si je retrouve mes notes. Des boobs. J'avais marqué fan service mais ça passe. Après il y a des RM qui savent se servir de ces codes et qui arrivent à maintenir notre intérêt sur leurs personnages et leurs relations, mais comme je me suis rendu compte que jusqu'à maintenant je parlais d'animés que j'aimais bien, je me suis dit que c'était le bon moment pour m'énerver un peu. Donc salut à tous, aujourd'hui on parle d'un animé de comédie romantique slash harem, bref on parle de... qu'on appellera Oreimo pour la suite de la vidéo, je vous prie d'avoir pitié de la chose qui s'appelle ma langue. Donc Oreimo commence par un épisode d'une demi-heure. Bizarre, moi qui croyais qu'il y avait que les hentai qui faisaient cette durée, et non, vous n'avez pas envie de savoir d'où je tiens cette information. Plus sérieusement, Oreimo commence par une petite sœur qui réveille son frère, comme dans... je sais pas, tu peux choisir. Attends, j'ai regardé tout ça, moi. Même ça. Ah oui, c'est vrai. Mais pour une fois, le protagoniste a une réaction normale, c'est-à-dire... c'est relou. Puis il se réveille enfin. Ce qui est le meilleur moment pour envoyer l'opening, j'y reviendrai plus tard. Et wait, ça c'est une référence à Omura. Bref, on découvre le personnage principal, on reviendra aussi sur cette appellation, qui répond au nom de Kyusuke, et son ami d'enfance Manami. C'est du spoil de dire tout de suite qu'elle fait partie du harem. Suite à ça, on a le droit à des cours où on parle de petite sœur. Subtilité. Bon, et puisqu'on en parle, voilà la petite sœur, Kirino. Suite à quelques facilités scénaristiques, il se percute, Kyusuke découvre un animé de Mao Shoujo sous un meuble. C'est Stardust Switch Melulu. Je veux pas savoir comment tu connais ça. Il chante même l'opening plus tard. Je veux toujours pas savoir. Bref, une fois ouvert, c'est un eroge avec l'objectif de finir avec la petite sœur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un eroge, c'est un visual novel. Comme Fate Stay Night. Avec un contenu érotique. Comme Fate Stay Night. Sérieux? Tu veux les images ou les cinématiques? Suite à cette découverte, on a le droit à une enquête qui n'a rien à envier au Danganronpa pour découvrir que le coupable est... Arrête ça tout de suite. Et c'est donc sa petite sœur, Kirino, qui va tout faire pour le récupérer, et c'est pas ce que vous croyez. Je vous passe les détails, mais Kyusuke finit par lui rendre, ce qui obligera Kirino à le remercier en le réveillant avec une grande claque au milieu de la nuit. Really, nigga? Bon, il se retrouve dans la chambre de Kirino où elle va lui faire une révélation qui va servir de fil conducteur à toute l'histoire. Kirino est une otaku enfermée, mais aussi un mannequin, une élève studieuse et bonne en sport, gardez ça dans un coin de votre tête. Ils vont finir par trouver un terrain d'entente et Kyusuke va aider Kirino à se sociabiliser au sein de la communauté qu'elle admire tout en gardant son secret pour qu'elle ne soit pas mal vue au sein de ses fréquentations au collège. C'est en gros le contrat, c'est bon, tu vas pouvoir dormir. Really, nigga? Pour lui faire prendre des cours d'érogué. Non, cherchez pas cette matière, c'est pas dans le cursus scolaire. Donc vous l'avez compris, l'univers va naviguer dans un univers otaku, et je me serais bien amusé à compter les références un peu comme dans Saenai Heroine no Sedakata. Là c'est clairement le comic market, et là c'est Akihabara. Mais ils ont eu la bonne idée de mettre des animés qui n'existaient pas ou alors leur contrefaçon chinoise. Tiens, ça c'est Sword Art Online, un crossover entre Darker Than Black et Code Geass. Et attendez, si je change d'image... Voilà. Et même si j'avoue que ça m'amuse de voir des animés dont ils n'ont de toute évidence pas le droit d'utiliser la licence, c'est une énorme déception. Surtout qu'avec ce genre d'univers, c'est une occasion rêvée pour se faire de la pub sur ces autres adaptations animées. Ah oui, mais c'est le premier animé que vous avez sorti. Et puisqu'on en parle, je vais pouvoir parler de l'animation. C'est de la romance, donc on s'en fout. Non, là je me sens obligé de mettre la mauvaise foi de côté parce que l'animation est bonne pour de la romance, surtout pour un animé sorti en 2010, qui je rappelle au niveau des comédies romantiques, on avait le droit à ça. Donc c'est AIC Build pour être précis, qui s'occupe de l'animation. C'est clairement pas le studio le plus connu, mais c'est à eux qu'on doit la saison 1 et 2 de Boku wa Tomodachi ga Tsukanai et Koi to Senkyo to Chocolate. J'ai pas grand chose à dire dessus, mis à part que la qualité de l'animation est tout aussi bonne que celle d'Oreimo et que c'est de la comédie romantique slash harem. Et par contre la saison 2 elle est assurée par A1 Pictures. Alors je suis d'accord que la qualité de l'animation est très variable pour ce studio et ça au sein même d'un même épisode, mais ne vous inquiétez pas, pour de la comédie romantique ils s'en sortent très bien et le changement de style d'animation n'est pas franchement visible. Et attends, si c'est du A1 Pictures, ils peuvent nous balancer de la vraie référence dans ce cas-là.
Évidemment, ça me fait beaucoup trop penser à ça, donc on va dire qu'on connaît pas. Par contre, les OST sont tout aussi mémorables que Yu-Gi-Oh 5D, le sound design est brutal, surtout si tu joues un héros gay comme ça. Et les openings sont du typique Clarisse, qui se permettent un peu de pub à plusieurs passages dans l'animé, c'est-à-dire ça. Mais... bon d'accord, je veux bien leur accorder que l'opening 1 de Nisekoi comme étant sympa, mais c'est quand même eux qui sont à l'origine de la plus belle arnaque du 21e siècle. Bon, avant d'aller plus loin, je vais toucher 2 mots sur le système éditorial de cet animé, qui est pour le moins, et je vais rester mesuré dans mes propos pour ne pas blesser la fanbase de Hunter x Hunter, chaotique. La saison 1 fait 12 épisodes. Non, elle fait... Laisse-moi finir, la saison 1 fait 12 épisodes, à la fin de cet animé sort un jeu vidéo, de là le fait de changer la fin prend forme, ce qui me rappelle étrangement un autre animé plus connu, mais c'est pas le sujet. Ce qui fait que le dernier épisode de la saison 1 peut être complètement remplacé par le premier épisode complémentaire. La gymnastique n'est pas dure à faire puisque 60% des 2 épisodes sont identiques, mais la fin est différente car suite à un choix digne d'un héros visual novel et par conséquent se permet d'enchaîner sur 3 épisodes supplémentaires. C'est cette fin qu'il faut voir pour pouvoir se lancer dans la saison 2, pendant lequel on ne voit plus Kirino, et où l'histoire se concentre sur Kuroneko. Chat noir? Oui bon, c'est pas son vrai nom, mais on apprend son nom au bout de 11 épisodes, et puis tu vas pas m'embêter, sachant que tu as vu des œuvres avec blanc, ciel et fraise. Donc Luli, qui est pour beaucoup de fans la best girl de la série. C'est ton cas? Pas du tout, Ayase et Saori sont bien plus intéressantes. Oui, évidemment. Et la fin de la saison 2 coïncide avec la fin de la publication du light novel, qui était l'œuvre d'origine d'Oreimo, mais là par contre j'ai aucune explication de pourquoi la saison fait 16 épisodes. Ah oui, il y a des répliques que tu vois arriver des kilomètres à la ronde. Allez, dis-le. Même si je dois bien avouer que cette réplique, tout comme le monologue qui suit, est juste parfaitement placé. Après, si on s'attarde sur le scénario, il n'y a rien de nouveau ou d'original, hormis la relation frère-sœur. On a le droit au « oh mon dieu, je lui ai touché la main », le rendez-vous, les feux d'artifice, la confession d'un outsider du harem, la réponse du personnage principal. Après, dans les harems, vous allez avoir le personnage masculin un peu idiot, voire complètement, avec lequel on échangera bien nos places pour... ouais, sauf si vous faites partie d'une orientation sexuelle minoritaire, mais là, à aucun moment on nous donne envie d'être ce personnage, sauf peut-être pour sa capacité à donner des conseils, puisqu'il est continuellement manipulé et violencé par sa petite sœur, et la petite sœur, qui est clairement le personnage principal, vu comme elle est présente ou sous-entendue dans toutes les discussions. Et c'est à elle qu'on est censé s'identifier, puisqu'elle représente le ou la fan d'anime qui est en nous, sauf que Kirino est égoïste, immature, ingrate, violente, manipulatrice et surtout capricieuse à l'extrême, ce qui fait qu'on n'a pas forcément envie de s'identifier à ce personnage. Et en plus, tu lui fais avoir une relation amoureuse avec son frère. Ne vous braquez pas sur cette phrase, je suis assez habitué au Japon pour que ce genre de choses ne me choque plus, mon animé de romance préféré ayant aussi une histoire d'amour incestueuse. Mais là on a juste l'impression qu'il se sert de cette relation pour simplifier le fait que Kyosuke pardonne absolument tous les caprices de Kirino. Par conséquent, tous les moments où on essaie de nous la faire paraître comme mignonne ou gentille sonnent tellement faux. C'est comme si on nous demandait d'éprouver de la sympathie pour Hideki Tojo. Après, je ne suis pas naïf, l'évolution d'une tsundere est classique, ses sentiments évoluent avec son comportement en fonction du temps. Plus elle sera amoureuse et plus elle sera gentille, et ça de façon linéaire, mais pas avec Kirino à cause de leur relation de base. Et justement, j'étais content de voir sa situation s'effondrer, et même quand sa situation s'arrange, où les personnages normaux, j'en reviendrai là-dessus aussi, lui pardonne, elle ne peut pas s'empêcher d'être insupportable. Oh, elle s'est réconciliée avec sa meilleure amie, arrête de faire cette tête-là. Et le fait qu'elle soit tout le temps désagréable fait que ceux qui la soutiennent aveuglément le deviennent aussi. Tu as beau être un bon général, si ton chef est le diable, tu seras assimilé à l'avocat du diable. Clausewitz. Non, il a jamais dit ça, mais l'idée est là. Et tiens, le reste des personnages, bien que je déplore le fait qu'on nous fasse attendre une éternité avant de donner un peu de profondeur à certains personnages, ils sont tout de même bien développés. Après, je ne vais pas critiquer la création du harem autour du personnage masculin, ce serait comme critiquer la coupe de cheveux de Nicki Minaj, mais cet animé est connu pour être un animé Best Girl Don't Win. En même temps, quand tu sais que la tsundere gagne toujours les harems et que la tsundere c'est Kirino, même un plat de nouilles aurait été une Best Girl, mais si vous arrivez à oublier Kirino, les personnages rentrent dans un autre registre. Kyosuke n'est plus obligé de se faire l'avocat du diable, Kuroneko fait preuve de beaucoup plus de maturité et de lucidité, on s'adapte à son public, Saori est toujours dans l'exactitude de ses paroles, Ayase a le côté psychopathe qui ressort, elle sert à rien, je préfère pas en parler, et Nanami a une seiyuu qui ne va absolument pas avec ce personnage. Et là on touche au point le plus important de l'animé, mais je reviens juste après les seiyuu puisque je suis dessus. Donc comme dans tous les harems, il y a une grande quantité de personnages, donc une grande quantité de seiyuu. Et bien Oreimo se permet d'avoir le luxe d'avoir un effectif plutôt impressionnant. Tu as Tamura Yukari dans le rôle de Kanako, Saori Ayami dans le rôle de Ayase, Kana Anazawa qui est sans doute la seiyuu la plus influente à l'heure actuelle dans le rôle de Kuroneko, et si je la considère comme étant l'une des seiyuu les plus influentes, c'est peut-être parce que vous l'avez déjà entendu dans l'un de ces rôles là par exemple. Et tiens, dis-moi que c'est Kugimi Aline qui double Kirino. Non, c'est Taketatsu Ayana. Et elle a fait quoi d'autre ? Ok, apparemment dans son CV, il y a une ligne avec marqué petite sœur incestueuse. Mais la seiyuu que j'ai le plus appréciée, c'est Sato Satomi dans le rôle de Manami. Et même si je reconnais le talent dont elle a fait part dans son rôle, la leçon moralisatrice et intolérante avec la voix de Winry de Fairy Tail ou Deritsu de Kaon passe moyennement. Et c'est justement là le message qu'essaie de nous faire passer cet animé, l'apparence en société. Alors il faut savoir qu'au Japon, le fait d'être un otaku n'est pas très bien vu, et est souvent associé à un ikikomori. Alors j'ai pas trouvé de traduction convenable à ce mot, mais on va dire que c'est le niveau encore au-dessus du no-life ou du nerd. Mais Oreimo fait le choix de casser cette association en montrant que
les otaku sont capables de se retrouver pour pouvoir discuter de leur passion entre eux, d'être plus sincères et plus tolérants que les personnages normaux, et par normaux je veux dire qu'ils appréhendent la culture otaku et qui représentent la société japonaise, et si en plus on fait une romance incestuelle, qui est un autre point mal vu par la société, la logique voudrait que le personnage qui vit cela inspire la sympathie du spectateur, sauf que dans Oreimo, c'est Kirino, qui ne peut pas s'empêcher d'être insupportable, ce qui non seulement nous fait éprouver de la sympathie envers tous ceux qui ne veulent pas la comprendre, les gens normaux, qu'on n'a pas forcément envie d'apprécier au début vu comme il crache sur l'univers qui nous est cher, mais qu'en plus c'est une déception à chaque fois que Kyosuke se sépare ou rejette les avances d'un autre personnage féminin, et comme il y a 6 personnages féminins, c'est comme si, pour ceux qui ont aimé Re:Zero, vous aviez 5 fois ce passage. Pour finir, je ne dirais pas qu'Oreimo est mauvais, l'animation est bonne, beaucoup de personnages sont attachants, mention spéciale aux parents de Kirino et Kyosuke qui sont à la fois présents, fait assez rare pour être souligné dans les harems, et crédibles. La romance entre frères et sœurs est pleinement assumée, bien que décevante, et le message que veut porter l'œuvre est à la fois original et parlera à beaucoup de ceux qui vont regarder cet animé. Mais le problème est que ce message passera si et seulement si vous arrivez à vous attacher à Kirino, ce qui n'est pas mon cas, et je n'ai pas peur de dire que Kirino est le personnage le plus insupportable que j'ai pu voir. Utilise la technique du je néglige le personnage principal no jutsu. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais pour ça il faut qu'il y ait un personnage qui suscite de l'intérêt non loin du personnage principal. Là c'est malheureusement très compliqué vu l'omniprésence visible ou sous-entendue de Kirino dans tous les passages de cet animé. Et le personnage qui doit être intéressant est un personnage de support trop souvent dédié à sa sœur. Alors en général j'adore ce genre de personnage, le personnage banal, intelligent, qui ne se met pas en avant, qui a des répliques qui sonnent juste, souvent pour conseiller, mais sans les imposer. Dans ce sens j'aime bien ce personnage, mais il n'a pas le charisme et ou le détachement nécessaire à la fois pour conseiller et calmer sa sœur. Si vous voulez le même genre de protagoniste, allez voir Iuka ou Oregeiru, Hachiman et Otaro ont le charisme et le détachement qu'il manque à Kyosuke. Si vous voulez le même genre d'univers, allez voir Saena et Heroine, et si vous voulez de l'inceste, allez voir Nise Monogatari ou Tsuki Monogatari. Mais si rajouter de l'inceste rendait toute romance mature et originale, je serais le premier fan de Yusoga no Sora. Vous n'avez rien entendu. Voilà, c'était ma critique sur Oreimo. À ma grande surprise, cet animé est relativement bien vu et critiqué en général. Par conséquent, si vous avez des explications, donnez-les moi, je suis preneur. Mais si la vidéo vous a plu, je vous laisse cliquer sur le pouce bleu. N'hésitez pas à me faire critiquer des animés qui vous inspirent, je lis tous les commentaires. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux. Moi, je vous laisse, j'ai au moins 2 séries de Kate Starry Night à aller regarder. Sur ce, Nippon Banzai!